sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, on a une entrevue en politique municipale. On a la chance et l'honneur de recevoir Claude Villeneuve. Salut Claude. Salut, comment ça va, Denis? Ça va super bien. Donc, comme je disais, on reçoit Claude Villeneuve. Claude, qui est un personnage politique connu dans le milieu du militantisme, quand même. Écoute, Claude, je regardais, on a fait quelques petites recherches. Je voyais donc à étudier en droit, en histoire, en économie. Et économie et langue à l'Université Laval. Tu as été attaché politique au cabinet de Mme Marois. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est connus. Parce que Québécois, là, maintenant, tu écris au Journal de Québec. D'ailleurs, je voyais cette semaine que tu allais pouvoir continuer à écrire, même si tu étais en campagne. C'est le cas? Oui, mais pas dans le journal. Pas dans le journal. C'est que je suis le blogueur officiel de la campagne Marie-Josée Savard. Je vais écrire sur le site. Ouais, quand même, là, ça aurait été un mélange des genres un peu malaisant. Ben, regarde, écoute, je suis content de l'avoir clarifié. Ben, tu vois, je l'avais mal saisi. Ouais, mais non, je pense que t'es pas le seul qui l'avait compris comme ça. Là. Ça mérite d'être clarifié. Là. Puis, écoute, puis bon, comme je disais tantôt, un militant de la première heure, entre autres au Parti québécois. Puis ça, tu le sais, les engagés publics, nous, on est des geeks de politique. On aime connaître les hommes, les femmes politiques dans leur vie normale, parce qu'on part de la... Puis ça, tu sais que ça vient d'un call d'André Arthur, hein, tant qu'à être à Québec, là, tant qu'à se faire un spécial Québec, il disait tout le temps que les politiciens étaient des gens anormaux. Fait que c'est de là que vient un peu le running gag, à savoir, on veut connaître le Claude normal, on veut connaître le monde normal derrière les politiciens. Fait qu'on va parler un peu, on va apprendre à te connaître, mais il y a aussi, on s'intéresse, comme je te dis, puisqu'on est des geeks de politique, on veut savoir un peu d'où te vient ton amour de la politique, mais aussi ta motivation pour t'impliquer tel que tu le fais. Donc, je commencerai avec ça. Si tu avais à répondre, c'est qui le Claude normal? Ouais, ben moi, je suis un gars... c'est drôle parce que à partir du moment où j'ai arrêté de faire de la politique, je me suis mis à faire de la chronique. C'est là que je suis devenu un personnage public, entre guillemets, dans le sens où, tu sais, avant, je travaillais plus dans l'ombre, je suis rédacteur du discours de Pauline Marois. Puis là, ben, c'est ça, là, tu te mets à voir ta face dans le journal plusieurs fois par semaine quand j'écrivais au Journal de Québec. Puis, ben là, c'est ça. C'est que là, il y a une définition de ce que t'es, une compréhension de la personne que t'es qui se met à exister dans l'espace public, puis qui est peut-être pas celle là, à laquelle toi, tu t'identifies. Moi, c'est ça. Moi, je suis un gars qui vient du Lac-Saint-Jean. J'ai grandi là, puis on pourrait revenir, mais tu sais, mes bases politiques, c'est vraiment là que je les ai faites. Okay. J'ai grandi à l'époque, mon père était pas un militant du Parti québécois, mais disons, je dirais un sympathisant actif. Là, il finançait tout ça, puis c'était à l'époque pré-référенdaire. Donc, chez nous, on avait Lucien Bouchard comme député du Bloc québécois, qui était le chef du Bloc, mais qui était notre député fédéral, tout ça. Fait que c'est un petit peu là que mon éducation politique s'est faite. Et, ben, j'ai commencé à militer, j'ai acheté ma carte du Parti québécois dès que j'ai eu 16 ans, comme si c'était la chose la plus naturelle à faire au monde. Puis là, ben, c'est ça, j'ai roulé ma bosse avec Mme Marois pendant un bout. Puis, en fait, à peu près tout le temps qu'elle a été chef, j'ai été son rédacteur de discours principal. Quand on gratte un peu sur Google, on voit des photos de toi, tout jeune, avec Pascal Bérubé, entre autres, là, avec Alexis Boyer-Lafontaine. C'est pas mal, vous êtes pas mal arrivés en même temps, hein, vous trois? Oui, ben c'est la petite gang. En fait, j'étais un peu plus jeune que Pascal. Pascal, là, je veux pas le... je veux pas le vieillir. 46 ou 47. En fait, quand Pascal était président des Jeunes du Parti québécois, j'étais son vice-président de l'organisation. Donc, son second, là, en quelque sorte. J'ai été plus tard là, président des Jeunes du PQ, 3-4 ans après Pascal, moi-même. Là. Donc, c'est ça, c'était à l'époque de la politique jeune. Le PQ était encore au gouvernement. En fait, moi, quand j'étais président, en fait, c'était Bernard Landry qui était chef, mais on était tombé à l'opposition officielle. On n'a plus jamais été Parti québécois gouvernement majoritaire là, depuis cette époque-là. Puis c'est ça, c'est que moi, quand j'ai quitté la politique, là, j'ai fait à peu près toutes les années où Pauline Marois était chef du Parti québécois comme rédacteur de discours. Ben, on pourra en reparler aussi, mais je me suis mis à faire la chronique, puis c'est là que je me suis mis à exister sous mon nom propre. Puis là, ben, c'est drôle, c'est que
quand t'es au Journal de Québec, ben c'est ça. Moi, je suis un gars plutôt de gauche, je suis un indépendantiste, je m'en cache pas. Puis souvent, tu sais, j'avais des lecteurs là, quand je me positionnais sur certains enjeux là, chers aux gens de Québec, qui m'écrivaient Ah, là, encore un chroniqueur de Montréal qui vient nous dire quoi penser. C'est parce que je suis un gars du Lac-Saint-Jean qui reste à Limoilou. Donc, c'est ça. Moi, je suis un gars, je suis un gars très relax. Je suis beaucoup un gars de gang. Puis c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile dans toutes les années que j'étais chroniqueur, le travail solitaire, tout ça. Je te cacherai pas, Denis, qu'en revenant en politique, c'est ça que je trouve le plus le fun, c'est de recommencer à avoir une équipe autour de moi, recommencer à être dans un plus gros groupe, tout ça. Puis ça me fait vraiment du bien parce que, tu sais, à la base de ma personnalité, je suis quelqu'un de très grégaire, qui a besoin d'avoir du monde autour de lui. Je pense que pour me définir, là, c'est peut-être l'aspect le plus important à mentionner. Fait que ça serait un des éléments de motivation qui t'a amené en politique aussi, là. Ben, écoute, À t'impliquer. Ben, c'est sûr qu'en politique, il y a un élément de socialisation. Puis ça, on se cachera pas. Des fois, un peu trop. Là, des fois, je me rappelle Paul Saint-Pierre. Ça prend le dessus. Ben, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, quand tu sais, Jean-François Lisée lui avait demandé de préparer un rapport sur l'état de l'organisation du Parti québécois, puis il disait il y a beaucoup de militants pour qui le PQ, c'est surtout un club social. Un club social. Puis, tu sais, je pense que c'est ça dans bien des partis politiques. Je dis, moi, dans le temps, quand j'étais président déjà du PQ, je disais que, tu sais, juste avant les clubs de Donjon Dragon, Grandeur Nature, là, tu sais, la dernière ligne de l'acceptation sociale, c'est les aides jeunesse de partis politiques. Je disais ça dans le temps. Mais, tu sais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en politique, tu sais, pour faire de la politique, pour faire de la bonne politique, il faut que tu aimes le monde. Il faut que tu aimes les gens. Il faut que tu aimes être dans le monde. Sinon, tu es malheureux, là, t'es impliqué en politique, puis aller rencontrer. Tu sais, avec la pandémie, on a beaucoup souffert d'isolement. Moi, je pense que dans mon choix de retourner vers la politique, il y a un peu de ça. J'ai envie de retourner vers le monde. J'ai envie d'être dans le monde, là, puis dans ce cas-ci, mes voisins, puis le monde qui vit autour de moi. Ben là, c'est très, très local. Mais tantôt, tu faisais état de ton positionnement. Hein? Tu te caches pas d'être indépendantiste, t'es plus à gauche. C'est drôle, je suis content de voir que tu l'adresses aussi frontalement, mais est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un élément, justement, à Québec, comme on connaît Québec, qui puisse te nuire dans le cadre des élections? Y as-tu pensé? Ben moi, je trouve que, tu sais, d'abord, en politique municipale, les partis, c'est beaucoup des coalitions. Hein? Tu as du monde qui vient de différentes tendances. Tu sais, on est quelques-uns qui viennent de Parti québécois là, au sein de l'équipe Marie-Josée Savard à laquelle j'appartiens. Luc Ferland, notamment, l'ancien député d'Ongava, qui est candidat à Sainte-Thérèse de Lisieux. Il y a aussi Michel Demel, là, qui s'occupe, qui est dans l'ombre, là, qui s'occupe de nos communications, qui lui, fait des campagnes du Parti québécois avec Clément Laberge, puis avec Roselyne Côté, tout ça. On est quelques-uns qui viennent du PQ, mais il y en a plein aussi à Québec Fort et Fier, dans l'entourage de Bruno Marchand, des gars comme Bruno Pierre. Il va falloir qu'on en parle. C'est quasiment la gang. Il y a du PQ là au pied. Oui, c'est clair, c'est clair. Des fois, je reconnais certains petits réflexes, là, en tout cas. Je ne vais pas faire de partisanerie ici. Mais moi, dans l'équipe Marie-Josée Savard, je trippe de rencontrer du monde qui ont fait des campagnes avec les conservateurs, du monde qui ont fait des campagnes avec les libéraux provinciaux. Tu sais, comme Alicia Despins, là, qui est notre... On l'a eu en entrevue? Ben oui. On a eu Alicia, la mairesse de Vanier. Oui, c'est exactement ça, mais elle a été au Parti libéral du Québec. Ouais. Je fais du char avec Paul-Christian Nolin, là, qui est l'ancien attaché de presse de Rich Laboum, qui est notre candidat dans Saint-Roch-Saint-Sauveur. Et puis il me compte des anecdotes là, du Parti libéral du Canada avec Pierre Trudeau, puis avec le sénateur Jacques Hébert, puis du monde de même. Puis moi, je compte des anecdotes avec Mme Marois, on traite au bout. Écoute, ça doit être pour des geeks de politique. J'aimerais ça être un petit oiseau, moi, puis vous entendre vos deux parler ensemble. Ça doit être. D'ailleurs, Claude, il faut que je t'avoue que. Écoute, on a reçu des ministres, on a reçu des députés, on a reçu plein de monde ici. On est vraiment chanceux aux engagés publics. Ben oui. Puis quand on a parlé avec François Larouche que tu allais venir, il y a eu une petite chicane. Les deux, on voulait le faire. Puis là, c'est le local qui l'a emporté. On disait, ça n'a pas de bon. Oui. J'ai dit, garde, François, tu ne viendras pas interviewer Claude puis parler du troisième lien pendant 1 heure. Là. C'est pas une place pour un Montréalais. C'est une place pour... C'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Mais non, mais je te dis ça pour te dire que absolument. Ta présence est appréciée, François. D'ailleurs, il m'a demandé de te le dire. Il dit, disais que je suis jaloux. Puis il t'endosse publiquement. C'est très gentil à mon endroit, François. Donc, c'est ça, tes premiers pas. Donc, c'était avec les jeunes, tu l'as mentionné tantôt, premiers pas en politique. C'était quoi ton rôle exactement? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu sais, moi, j'ai commencé, j'étais, parlant de positionnement un peu étrange, je m'impliquais dans la circonscription de Lac-Saint-Jean.
là d'où je venais, là où j'habitais. Tu sais, j'avais connu le monde un peu, justement, là, tu sais, dans l'effervescence pré-référendaire, toute la gang autour de Jacques Brassard, là, tu sais, son espèce de gang de vieux de la vieille, là, avec qui il faisait de la politique depuis les années 70. Là aussi, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Puis, moi, mon plus vieux souvenir de politique, c'est un rassemblement au complexe Jacques Gagnon d'Alma. Ceux qui connaissent la région vont connaître le lieu, là, c'est une espèce d'édifice où il y a beaucoup de bureaux, il y a beaucoup tu as l'entrée du palais de justice, puis là, tu as comme des mezzanines autour, puis où il y a plein de bureaux, là, des bureaux de comptables, de notaires, d'avocats. Mon père avait son bureau à cet endroit-là. Puis il y avait eu un rassemblement sur le dévoilement de l'entente du 12 juin, avant le référendum, avec Mario Dumont, Lucien Bouchard, Jacques Parizeau. Puis c'était à Alma que ça se passait. Là. Puis là, tu sais, il avait dressé une scène au centre du complexe Jean-Gagnon d'Alma, puis toutes les mezzanines dont je te parlais au-dessus étaient remplies de gens, de militants, de Janois fiers et indépendantistes. C'était comme, c'était un rassemblement souverainiste à la hauteur de ce qu'on pense qui a pu arriver depuis les années 70. Là, c'était incroyable. Là. Puis, mon père m'avait amené là. En fait, on était juste devant son bureau d'avocat. On était comme sorti du bureau juste avant le début du rassemblement. Puis là, tout le monde, c'est Lucien Bouchard, la vedette, parce que c'était le député fédéral local. Mais là, tout le monde, il y avait Jacques Parizeau aussi. Puis là, c'est sûr que le premier ministre, le président du Cadioui, avait parlé dernier. Elle parlait en dernier. Mais Jacques Parizeau, ça avait comme été la surprise. Mario Dumont avait chauffé la salle. Jacques Parizeau avait parlé. C'est Lucien Bouchard qui avait fini le rassemblement chez lui. Tu sais, déjà, c'était plusieurs mois avant le fameux moment où Jacques Parizeau a cédé la place à Lucien Bouchard, là, comme on en parle souvent. Ben, déjà, ça se mettait en place. Si tu me permets une plug, j'ai fait un balado pour Cube qui s'appelle Épilogue sur le référendum. Puis on relate cet élément-là avec Mario Dumont, entre autres, qui me le raconte très, très bien. Mais je te laisse poursuivre, excuse-moi. Mais ça, Mario Dumont, c'en est un autre là, que quand tu as l'occasion de prendre un café ou une bière avec, tu cancelles tes rendez-vous. Il y a tellement d'anecdotes, il y a tellement de raconter. Moi, quand j'ai été brièvement directeur des opinions au journal, j'ai eu l'occasion de travailler avec Mario. Oui, c'est vrai, c'est ça, moi j'adore ça. Ben oui, j'adore ça, qu'on puisse partager ces anecdotes-là entre des gens qui viennent de différentes familles politiques. Alors moi, j'avais connu ces moments-là, puis ça a été très naturel pour moi de me mettre à m'impliquer. Puis c'est ça, j'étais le jeune, là, j'organisais le Parti québécois au collège d'Alma, dans l'organisation de Jacques Brassard pendant que j'étais au cégep. Puis après ça, ben, quand je suis parti en ville là, pour mes études, ben, c'est là que je me suis plus même impliqué au Comité national des jeunes. Je me suis mis justement à rouler ma bosse là, avec Pascal Bérubé, puis Bernard Landry qui était chef, puis toutes les... ça n'a pas été une période facile au Parti québécois. Là, ça a été la défaite électorale, le vote de confiance qui a amené le départ de Bernard Landry. Il fallait avoir la mesure pour rester péquiste à ce moment-là. Donc, c'est ça. Ça a beaucoup été mon école de formation. Mais là, je veux dire, parce que tu as quand même œuvré de façon stratégique à des niveaux vraiment intéressants. Ça arrive comment, ça? Tu arrives comment à écrire les discours de la première ministre? On peut le dire demain. Mais moi, écoute, là, je vais te dire quelque chose que je dis souvent en privé, mais que je vais dire on cam pour la première fois de ma vie. Il n'y a pas de montage. C'est que quand j'étais président des jeunes du PQ, j'ai fait le choix qui, à l'époque, a passé pour remarquablement mal avisé, mais aujourd'hui, pour visionnaire, de ne pas appuyer André Boisclair à la course à la direction du Parti québécois. En 2007. Puis tu sais, c'était la folie, là, André Boisclair, les jeunes, ils allaient dans les cégeps, ils ont vendu des cartes en fou, il y avait une équipe qui venait du mouvement étudiant qui était incroyable en termes de capacité de mobilisation, d'organisation. Mais moi, je me suis fait wiper. Tu sais, c'est que dès que, tu sais, le lendemain de l'élection d'André, André, mis sur la jeunesse se faire élire, il devient chef, le président de son jeunesse ne l'a pas appuyé durant la course. Fait que moi, je suis allé voir André, puis j'ai dit, regarde, je vais t'offrir le privilège d'avoir ton président de jeunesse là, à ton goût. Là, je démissionne là, si tu veux. Puis là, il a dit ouais, mais en même temps, on s'entend-tu que si jamais je deviens chef, puis que le président de mon jeunesse claque la porte tout de suite après que je suis arrivé, c'est pas un super bon message. Bon, regarde, je vais chauffer le banc une couple de semaines, une couple de mois, puis quand tu seras prêt à mettre quelqu'un d'autre, tu me le diras. C'est à peu près comme ça que ça s'était passé. Là, ça avait fini sans amertume, mais c'est sûr qu'André voulait avoir son gars, puis en tout cas, moi, je considère que c'est légitime. Fait que j'ai comme pris une pause à ce moment-là. Là. C'est comme le bout de j'ai fini mes études, j'avais négligé un peu. Puis, je me suis mis à scribouiller un peu là, sur le côté là, pour mon amie Isabelle Fontaine, qui était présidente des jeunes du PQ à ce moment-là. J'avais pogné un mandat avec Bernard Drainville. J'écrivais des choses pour lui alors qu'il était critique en matière de santé. Il venait de devenir député à ce moment-là. Puis là, ben, c'est ça, c'est quand Pauline Marois est devenue chef et tout.
Puis Mme Marois, à un moment donné, elle cherchait un rédacteur de discours parce qu'à chaque fois qu'elle avait un discours à prononcer, c'était toujours le conseiller, le recherchiste au dossier qui préparait son discours. Ça faisait des discours comme plus techniques. C'est quand même. Un rédacteur de discours, comment dire, c'est un généraliste. C'est quelqu'un qui n'est pas spécialiste d'un sujet plus qu'un autre, mais qui est capable de piger un peu dans tout. Puis là, Mme Marois, ça lui prenait un rédacteur de discours. Puis là, ça informe. Puis là, elle dit ouais, Isabelle Fontaine, elle a des bons discours. Puis Bernard Drinville, il a des bons discours aussi. Puis là, ils se sont aperçus que c'était moi qui faisais les discours de ces deux personnes-là. Si on était indépendant, Monsieur le Président, c'est-tu toi, ça? Oui, si on était indépendant. Drainville qui répond au député libéral lui demande. Non, c'est pas moi. OK. Oui, mais ça a fait sensation sur les réseaux sociaux. Ben, écoute, moi, je me l'écoute. Je l'écoute encore des fois. Le flow est bon. Mais là, j'aimerais te dire oui, mais non, c'est pas moi. Okay. C'est pas moi qui Je te laisse poursuivre. Donc, Bernard a quand même quelques qualités en ces matières aussi. Ben oui. Donc, c'est ça. Fait que Mme Marois cherchait, puis là, ils m'ont approché. Puis, en fait, longue histoire courte, c'est que j'achevais mon droit, puis je devais, l'été avant que je devais aller au barreau, je devais aller travailler au bureau d'avocat de mon père pour me préparer pour mon stage et vivre chez ma mère. Mes parents venaient de se séparer. Avec quel âge, là? Là, j'ai 39 ans aujourd'hui. Non, mais t'avais quel âge? À ce moment-là, j'avais 26 ans. OK, poursuis. Donc, là, c'était comme, je m'en allais comme dans un contexte familial, personnel, pas super facile, retourner au Lac-Saint-Jean. Puis quand ils m'ont approché pour pour devenir pour faire des discours pour Mme Marois, pour moi, c'était comme une fuite en avant. J'ai quitté le droit. Je suis pas diplômé en droit, en fait, même que je suis allé au barreau, mais il me manquait quelques crédits pour avoir mon baccalauréat. Je suis un dropout, moi, j'ai pas l'air de ça, mais j'ai comme. J'ai parce qu'à un moment donné, quand les opportunités se présentent, il faut aussi savoir les saisir. Ben, c'est ça. Puis je suis allé travailler pour Mme Marois, fait que c'est ça qui m'a amené là. Ça a été de quelqu'un. On se connaissait pas beaucoup au début. Il y avait une différence non seulement de genre, mais une différence générationnelle, Mme Marois puis moi. C'était un long processus. Mais écoute, j'ai vécu des affaires là-dedans, justement, à 26 ans, jusqu'à l'âge de 32 ans, finalement, à être sur le cadre du cours. Ça a vraiment été une expérience incroyable de pouvoir vivre ça à cet âge. Puis là, tantôt, tu faisais état justement de ton travail au journal. C'est quoi la grosse différence entre être actif en politique et commenter la politique? Je suis vraiment content que tu me poses la question parce que je peux pas présumer d'où ce que tu vas aller dans ton entrevue, mais tu sais, quand je pensais à la discussion qu'on aurait plus tard aujourd'hui, je me disais, j'espérais que tu m'amènes là, c'est que, puis c'est parce que ça me permet de boucler la boucle avec pourquoi je reviens présentement. C'est que quand j'étais en politique, je voyais les commentateurs, puis les analystes, puis les chroniqueurs, puis, mais là, Mme Marois avait juste à déclencher les élections 6 mois avant ou 6 mois après. Ouais, mais là, la charte, elle aurait juste à faire un deal avec le groupe, puis tout ça. Puis, je regardais aller, puis je disais, et que ça a l'air facile. Ça a l'air de dire ce que les politiciens devraient faire. Là. Et qu'on a l'air facile, notre job. Et que ça a l'air facile de prendre ces décisions-là, de prendre des décisions qui ont des conséquences historiques sur la vie de milliers de personnes. J'étais en politique, puis je trouvais qu'être chroniqueur, ça avait l'air facile. Puis je suis devenu chroniqueur. Et mon opinion n'a pas changé d'une miette. C'est vraiment facile d'être chroniqueur. Dans le sens que c'est exigeant, il faut que tu travailles, il faut que tu documentes, il faut que tu sois rigoureux. Je mettais des efforts, mais maudit que c'est plus facile de faire la chronique que de faire la politique. Puis ça, là, je l'ai fait pendant 7 ans et mon opinion restait exactement la même. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Ben, je reviens parce que j'aime mieux prendre des décisions. J'aime mieux être... Je trouve ça plus noble d'être de ceux qui sont imputables que de ceux qui réclament l'imputabilité. C'est important. Puis j'ai du plaisir à être chroniqueur. Puis je trouve que c'est un immense privilège d'être chroniqueur. Surtout, moi, j'arrivais, je faisais de la chronique, puis il y avait des journalistes de métier, là, des jeunes dans la salle de rédaction qui rêvaient de faire ça. Puis moi, j'avais jamais eu besoin de faire du reportage. Habituellement, c'est ça, tu fais du reportage pendant quelques années avant de devenir un chroniqueur qui peut donner son opinion et être subjectif. Moi, j'étais allé directement là, je me suis trouvé super chanceux de faire ça. Puis probablement que je vais le refaire un jour dans ma vie, quel que soit le contexte. Ben, on voit que c'est complémentaire, hein? Ça revient. Des fois, le recul que ça t'amène aussi, cette période-là, j'imagine qu'elle va te servir dans ta prochaine séquence en politique.
Ben, c'est sûr que je suis mieux capable de. Je comprends mieux le regard. Ça, je la comprends déjà des chroniqueurs, puis je comprends mieux le regard qui porte sur nous, puis tu sais, le besoin aussi. Tu sais, c'est une époque comme ça aussi, tu sais. Quand t'es chroniqueur, ben, tu sais, plus que tu vas dans la nuance, plus que tu coupes sur tes clics, tu sais. C'est sûr que pour un chroniqueur, c'est intéressant d'être dur, puis tu sais, d'être très incisif, puis pas très nuancé quand tu parles d'un politicien. Tu sais, je comprends mieux là, la game dans laquelle ils sont, Ouais. mais je trouve qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui parlent de la politique sans vraiment la comprendre. Mais Tu sais. là, t'as Puis moi, amené, t'es allé sur un terrain qui m'intéresse beaucoup. J'avais pas prévu ça, mais les clics. Comme chroniqueur, quelle place que ça occupe dans ton esprit quand t'écris? ben, c'est ça. Quand j'ai commencé à Québécois, j'avais, ben, tu sais, on avait un modèle où on misait plus sur les blogs, puis, tu sais, puis qu'il n'y avait pas nécessairement dans l'imprimé. Puis sur les blogs, notre rémunération, elle reposait beaucoup sur le nombre de clics qu'on générait. Fait que c'est sûr que ça met une pression là, tu sais, pour essayer d'en avoir plus. Là, c'est un modèle que Québécois a abandonné avec le temps. Là. Maintenant, on est tous avec un tarif de base. Là. Puis d'ailleurs, moi, je suis pas. J'ai jamais été un salarié de Québécois à part l'année que j'étais directeur. On est des pigistes. C'est pas le cas de tout le monde. Là, tu sais, Réminado, Antoine Robitaille, c'est vraiment, ils sont dans la salle de rédaction, c'est des salariés. Mais moi, j'étais un pigiste. Et ça me fait rire parce que, tu sais, il y a toujours des lecteurs qui écrivaient, là, depuis qu'il y a une subvention pour les grands médias, là. Dire que c'est moi qui paye ton salaire. Non, non, il n'y a personne qui paye mon salaire parce que la subvention aux médias est basée sur la masse salariale des journaux, donc sur les employés, sur les salariés. Les chroniqueurs, les pigistes, comme Richard Martineau, mettons, comme Sophie Durocher, ils font pas partie de ça. Donc, Est-ce est-ce que le contact, la relation avec les auditeurs, avec les lecteurs, est quelque chose qui pourrait t'avoir préparé à la vie en politique aussi? Parce que ben là, écoute, les critiques fusent dans un cas comme dans l'autre, est-ce que je comprends? ben, je ne veux pas parler à travers mon chapeau parce que, tu sais, on l'a vu, Denis, tu sais, au cours des derniers mois, des dernières années, il y a eu, ben, en fait, surtout les derniers mois là, avant les élections municipales, tu as plusieurs élus qui ont dit, moi, je reviens pas parce que je suis tanné de ça, Ouais. l'ambiance sur les réseaux sociaux. J'ai fait des chroniques là-dessus, Puis, d'ailleurs, à Cube. ben, c'est ça. Puis, tu sais, puis c'est un problème qui existe pour vrai, c'est réel. Mais je parle avec mes collègues de l'équipe Marie-Josée Savard, ceux qui sont des conseillers sortants, puis ils en reçoivent là, des commentaires négatifs puis agressifs, tout ça, là, c'est une réalité, ça existe. Mais je pense que je suis un des rares à grandeur du Québec qui s'engage Ok, en ouais. politique municipale, que si jamais je suis élu, ça va être moins pire que ce que j'avais avant. Je suis habitué d'en prendre pas mal. Puis, tu sais, c'est parce que les gens sont très émotifs. Tu sais, quand ils commandent, mettons, tu sais, moi, le dernier rodéo que j'ai eu qui a brassé, c'est que j'ai fait un texte sur Logan Mayou, là, qui avait été repêché par le Canadien. Ouais. Tu sais, c'est très émotif, là, autant des gens qui vont, tu sais, qui trouvent que le Canadien était complaisant envers un jeune qui a fait une infraction au caractère sexuel, ou des gens qui trouvaient qu'il fallait donner un break aux jeunes, puis puis il a payé le prix, puis tout ça. Les gens sont très émotifs quand ils s'expriment. Puis là, tu sais, t'écris ton texte, puis ils t'envoient un char de bêtises. Puis là, tu réponds, bonjour monsieur, j'espère que vous Ouais. passez une bonne journée, Puis là, souvent, la réponse, c'est, ah, j'aurais jamais pensé que quelqu'un lirait mon courriel, puis là, ben là, je m'excuse, je voulais juste attirer votre attention, puis tout T'es ça. pas le premier qui me raconte ça. Ben, c'est ça. Fait que juste, des fois, à intervenir dans la conversation, tu sais, ça permet de baisser le ton. Ça marche pas toutes les fois. Mais moi, tu sais, je m'investissais beaucoup dans l'animation de mes communautés quand j'étais chroniqueur. J'ai l'intention de le faire comme candidat au municipal, puis éventuellement comme élu, parce que je pense que ça fait une bonne différence sur le ton de la conversation. Ça a été quoi, avec le recul, le plus grand... Ben, j'aurais envie de te poser deux questions, en fait. Oui, ton plus grand apprentissage, mais quelle est, selon toi, la meilleure chose que la politique t'a apporté? Hmm. L'implication en politique t'a apporté. Euh, ben, dans le cas l'implication en politique, c'est beaucoup le respect des gens, le respect de la base. Tu sais. Parce que pendant que j'étais employé au cabinet de Mme Marois, moi j'avais été un militant, j'avais fait des campagnes de comté, j'avais été, tu sais, je m'étais impliqué dans mon comté dans Lac-Saint-Jean, dans Jean-Talon, au Québec, où j'habitais quand j'étais étudiant. Tu sais, on rencontrait les cabinets du monde que justement quand tu sais, le PQ prend le pouvoir, tout ça, puis là, ben, tu sais, t'as ma tante là, qui est adjointe là, au PQ depuis quelques années, puis tu viens de faire l'université, puis à te faire rentrer au cabinet. Puis c'est pas tout le monde dans les staffs, dans les stratèges, qui sont des gens qui ont connu Le volet le militant. travail de la base. Ouais, Hmm. c'est ça. Puis c'est pas la même perspective. Puis moi, je respecte beaucoup le travail militant. Puis je trouvais que, moi, c'est une critique, j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer là-dessus, mais
Sous la direction de Mme Marois, on a un petit peu réduit les débats. Les conseils nationaux ne permettaient plus vraiment qu'il y ait beaucoup de résolutions qui soient débattues. Tout ça, on voulait que les militants fassent pas trop de trouble. Mais pourquoi une personne intelligente, intéressante, qui a des responsabilités dans son travail, puis qui est compétente, elle donnerait de son temps sur ça, son temps à elle, qu'elle pourrait prendre pour sa famille, ses loisirs, aller s'impliquer dans un parti où son opinion ne sera pas prise en compte. Le salaire du militantisme, c'est la capacité, c'est le droit de contribuer à élaborer les orientations, genre les lignes du parti. Ben, c'est ça. Fait que, le monde, ils ne sont pas intéressés là, sur leur temps, aller juste poser des pancartes, faire des téléphones pour ramasser de l'argent. Fait que moi, je respecte ça. Je trouve ça. Puis, là, je découvre ça là, en politique municipale, du monde qui s'implique dans leur conseil de quartier, des gens la pandémie va avoir changé ça, puis c'est peut-être une bonne chose, mais la maman là, qui se dépêche de faire souper ses enfants, là, puis qui remet ses bottes pour sortir dans la neige, pour s'en aller assister à une réunion de son conseil du quartier, là, elle a du mérite en maudit. Il faut respecter ça. Je me souviens une anecdote là, qui va dans le sens de ce que tu nous racontes. Quand je militais dans l'équipe pendant la course à la chefferie pour Pierre-Carl Pellado, on vendait des cartes du PQ. Ça fonctionne comme ça. Hein? Puis je me souviens, j'étais rentré chez quelqu'un, une dame qui avait emprunté 5 $ à sa voisine pour acheter une carte. Elle avait plus d'argent. Là. Ouais. Puis je me souviens, là, j'étais sorti avec les 5 $, là, puis j'étais comme, c'était... Je revenais pas, c'était précieux, puis je m'étais dit dans ma tête, Asti, t'as besoin de pas moffer ça, toi. En parlant à Pierre-Carl Pellado dans ma tête. Bon, là, on fera pas de lien avec la façon que ça a viré, mais où je veux en venir, c'est pas pour l'anecdote, c'est pour dire, Astifi, qu'on est... Justement, comment tu vis avec cette confiance-là, ce temps-là que les gens te donnent, c'est précieux, hein? Oui, c'est vraiment précieux, puis c'est ça. Puis moi, en fait, c'est ça que mon plus grand défi présentement, ce que je trouve le plus difficile dans l'expérience que je suis en train de vivre, c'est qu'il faut que je réapprenne à demander des choses aux gens. Je parle à mes chums, je parle à du monde que je connais dans le quartier. Accepterais-tu de m'accompagner? Je vais faire du porte-à-porte. Voudrais-tu me donner de l'argent pour ma campagne, tout ça? Puis ça, j'avais plus besoin de faire ça. Puis c'est difficile parce que c'est ça, le monde, je le vis maintenant. Moi, j'ai un jeune bébé qui a 6 mois, tout ça. Puis le monde, ils sont occupés. Puis c'est exigeant la vie. Puis tu te déplaces. Puis on essaie de garder la forme, de faire de l'activité physique, puis de manger des bons repas. Puis ça, c'est toutes des affaires qui demandent du temps dans ta journée. Puis là, tu te dis, c'est précieux le temps. Puis là, tu demandes aux gens, est-ce que tu me donnerais ton temps? Il a demandé de l'argent, là, mais demander du temps, quelque chose aussi. Puis non, moi, j'ai un apprentissage à faire là-dessus de redemander du temps aux gens parce que je sais ce que ça représente, justement. Puis moi, ça me crée une pression de performance. Je veux dire, s'il y a du monde qui veut m'aider, il faut que je gagne. Et voilà. Mais c'est un peu ça. Quand je disais tantôt, sois digne de ce 5 $-là parce que tabarnouche, ça représente beaucoup. C'est un peu ça, finalement. Ça te met une pression, on veut pas. Qu'est-ce qui peut être utile? Bon, t'as œuvré au point de vue national, disons-le de même, provincial, pour le dire plus tristement. Et puis là, maintenant, tu vas passer au niveau municipal. Qu'est-ce qui... premièrement, je serais curieux de t'entendre sur ce que tu vois comme différence. Et qu'est-ce que la première expérience pourra t'avoir apporté pour la deuxième, pour le municipal? C'est sûr que le municipal, c'est pas les enjeux avec lesquels on m'a connu. Là, puis il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me l'ont dit. En fait, Richard Martineau, qui était mon collègue au journal avec qui je faisais des interventions à la radio, c'était Mais Claude, tu vas t'occuper des vidanges, Claude, t'as pas de bon sens, Claude, puis tout ça. Mais je trouve ça vraiment noble. Un autre de mes chums m'a dit Oublie jamais la sainte trinité de la politique municipale, les taxes, les vidanges puis le déneigement. Ouais. Mais c'est super important, c'est la base de la qualité de vie. C'est super concret. Puis moi, j'ai pas honte de ça, d'aller m'occuper de ça. Moi, justement, je viens de déménager, là, puis les anciens propriétaires, ils avaient laissé beaucoup de stock ici. Puis je peux te dire que quand j'appelais les encombrants. Les encombrants, c'est ça le terme, s'ils se pointaient pas, là, ça me pourrissait la vie quand même pas mal. Puis c'est important. Puis une autre fonction des municipalités qu'on parle pas assez, puis qu'on valorise pas assez, puis qui a pris tout son sens avec la pandémie, c'est le loisir. Les terrains de basket pour les jeunes, les parcs, les piscines, tout ça, c'est
tellement important dans la vie du monde, tu sais. Moi, tu sais, je l'ai lu, je prends un enjeu, je suis quasiment gêné de l'évoquer parce que, tu sais, je trouve ça à la limite un peu sensationnaliste, mais c'est la façon la plus concrète que j'ai d'illustrer. C'est que moi, là, je la pointe ici. À un coin de rue de chez moi, il y a la 18e rue, qui est une des rues les plus accidentogènes de Québec. C'est une des C'est rues les clair. plus dangereuses de Québec. Mm. Moi, ma fille, qui a 6 mois, là, dans 6 mois, elle va marcher. Puis, tu sais, elle va apprendre à marcher et à jouer à 300 mètres de cette rue-là. Mm. Je peux pas être bien avec ça, tu sais. Je veux dire, faut que je m'en mêle, faut que je m'en occupe, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. C'est ce qui est différent de ce que j'ai vécu. Tu sais, on n'est pas en train de préparer le prochain référendum. On est en train de s'occuper d'affaires hyper concrètes, hyper immédiates. Et je trouve ça très noble de m'occuper de ça. L'affaire qui va me servir, qui va me servir de ce que j'ai pris, en fait, c'est un petit peu au contraire ce que je vais devoir désapprendre. C'est que je l'ai dit, tu sais, je l'ai dit à l'équipe de Marie-Josée, là, quand ils m'ont recruté, j'ai dit, moi, là, je veux pas être là, le candidat, là, j'en ai connu là, au PQ, là, que, à tous les jours, au lieu de s'occuper de leur comté, là, qui appellent à la permanence. Là, puis, ouais, mais là, la chef, il faut qu'elle parle de ça, la chef, il faut qu'elle dise ça, puis c'est sûr que je regarde la campagne centrale, puis je suis tout le temps comme, ah ouais, mais on pourrait plutôt faire ça comme ça, puis Marie-Josée, c'est ça qu'elle aurait pu dire, puis tout ça. Faut que je lâche prise, là. Je suis pas de mon district, puis que je fasse confiance aux gens qui mènent la campagne centrale. Je pense qu'ils le font bien, mais il faut que je lutte contre mon réflexe, peut-être Déformation autant de professionnelle. stratège. Oui, c'est ça. Faut que je m'occupe de mes affaires proches de moi. Pourquoi l'équipe? On dit-tu l'équipe Savard ou c'est quoi le nom exactement? Équipe Marie-Josée Savard, on réfère à mon courriel, c'est équipesavard.ca. OK. Pourquoi l'équipe? Pourquoi t'as choisi l'équipe Marie-Josée Savard? Ben, ou pourquoi l'équipe Marie-Josée Savard t'a choisi, peut-être? Ouais, non, c'est vrai. Ça, faudrait peut-être demander à Marie-Josée. Mais t'as toujours bien dit oui. Fait que pourquoi t'as dit oui? Ben, écoute, moi, d'abord, moi, je suis un peu un born again la boum. Dans le sens que, un born again la boum. OK. Dans le sens que moi, à mes débuts comme Attends, faut que tu nous expliques ce concept-là. Je pense que je comprends, je trouve ça intéressant. Mais je veux t'entendre l'expliquer. À mes débuts comme chroniqueur, j'étais très critique de l'administration Labo. OK. Notamment, là, je suis sur la question des matières résiduelles. Puis, je trouvais que la ville, elle s'occupait beaucoup justement des affaires très, l'amphithéâtre, toutes ces affaires-là, mais pas beaucoup de ce qui était plus important. Puis, il y avait quand même une dynamique à Québec. Là, c'était beaucoup les radios qui supportaient Régis Labaume, tout ça. Mm-hmm. Puis, j'avais souvent l'impression que la ville s'occupait pas de moi, qui était comme un jeune professionnel dans la trentaine, tout ça. Puis, qui se passait qui s'occupait des affaires qui faisaient triper d'autres mondes que moi. Puis avec le temps, moi, Régis Labaume m'a gagné. Il est devenu mon maire, notamment avec le projet de tramway. Là, ça a vraiment été fondamental pour moi. Puis je me suis même dit, tabarnouche. Puis à mieux comprendre la mentalité de Régis Labaume, il est allé en politique parce que sa fille, qui étudiait à Polytechnique, a décidé de rester à Montréal après ses études plutôt que de revenir à Québec. Puis, il l'a pas beaucoup expliqué, il l'a pas souvent expliqué, mais à la base, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde, les jeunes familles comme celle de ma fille, aient envie de vivre à Québec plutôt qu'à Montréal. Si tu veux comprendre toutes les que Régis Labaume m'a posées, c'est ça qui résume ça. Fait que moi, à travers la pandémie, j'avais envoyé des signaux à l'entourage de Régis Labaume que je pourrais être intéressé éventuellement à faire de la politique avec lui. Okay. Maintenant, le maire a décidé de ne pas se représenter. Donc là, c'est sûr qu'il y avait comme toute une réflexion. Puis il y a bien du bon qui ont rajouté même à Québec, mais qu'est-ce qu'on va faire, ça Régis Labaume, puis tout ça. Puis là, j'ai eu l'occasion. Je suis déjà super chum depuis super longtemps avec Suzanne Véraud, qui était ma conseillère quand j'habitais dans le district de Limoilou, qui est dans l'équipe Labaume. C'est Suzanne qui a fait la première approche. J'étais comme, il faudrait que tu rencontres Marie-Josée, puis vous pourrez vous parler. Puis ça a cliqué, là, Denis, c'est comme c'est. Mais là, c'est ça que j'allais te dire. Là, j'aimerais ça que tu nous amènes vers ça, je pense, mais parle-nous de Marie-Josée maintenant, là. Tu nous as parlé de la bombe, mais on la connaît pas beaucoup. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a des filles là, que Marie-Josée se fasse connaître, là, puis il faut que. Puis je suis content qu'on soit en campagne électorale, puis je pense que le monde va aimer la connaître. T'sais. Mais Marie-Josée, c'est une fille qui a un parcours complètement hallucinant dans le sens que c'est quelqu'un qui vient de Vanier. Puis elle, je pense à 21 ou à 22 ans, je ne sais pas si elle l'a ouvert elle-même ou si elle l'a racheté, mais elle exploite le café qui est dans la Place Québec. Tu sais, moi, là, justement, quand je me travaillais à l'Assemblée nationale, là, j'arrêtais de me ramasser un muffin ou un bagel là en allant. Ouais, puis,
pas si tu connais, là. Je connais, c'est juste qu'il n'y a pas grand monde. Je veux dire, c'est très pointu le nombre de personnes. Les personnes qui sont exposées à ça, ils sont exposés souvent, mais c'est pas un café là, des plus connus. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, de là, elle a ouvert un dépanneur à côté. Puis de là, elle a ouvert une franchise d'un nettoyeur. Justement, l'os que les ministres, là, puis les députés laissent le chemise. Tout dans le même coin, ça, là? Ouais, c'est ça. Fait tout dans Place Québec, tout ça. Puis encore aujourd'hui, elle possède encore ces entreprises-là, tu sais, puis elle a été fortement impactée par la pandémie. Tu devines comment ça a pu se passer pendant que... Mais tu sais, cette fille-là, 21-22 ans, à part ça, ses parents travaillent pour elle dans son commerce. Elle a, tu sais, avec son chum, ils ont 2 enfants qui ont adopté en Chine, tout ça. Puis, bon, je sais pas si tu en as entendu parler, là, son plus jeune, Jacob, il a un handicap à un bras. Non, je savais pas. Puis c'est ça, puis elle a fait tout ça. Puis à travers ça, c'est là qu'à un moment donné, Régis Labaume entend parler d'elle, puis il dit « Hey, moi, je pense que tu devrais venir faire de la politique avec moi, tu sais, dans mon équipe, puis tout ça. » 2009. Tu sais, c'est inspirant. Je veux dire, c'est une fille super dynamique, c'est toujours organisée pour fonctionner avec ses affaires. Écoute, c'est sûr qu'elle n'était pas présidente de l'Industrielle Alliance, mais tu sais, la réalité de la petite entrepreneuse, puis qu'il faut qu'elle fasse tourner sa business, puis qu'elle donne des jobs à du monde. Ben, faut que ça fait du monde grandé, j'aime ça. Ben, c'est ça, tu sais. Puis quand tu la rencontres, c'est vraiment la vibe qui est dynamique, elle est réactive, il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Puis, tu sais, de la voir que finalement, de là, elle est devenue vice-présidente du comité exécutif de la ville. Elle connaît ses dossiers, c'est hallucinant. Tu sais, moi, j'ai l'espèce de chroniqueur journaliste que j'ai pu être. Tu sais, j'essayais de la pogner sur différents sujets. Elle est super solide. Puis, tu sais, moi, en sortant de ma première rencontre avec elle, j'avais déjà l'impression que c'était mon ami. Puis, ça fait juste grandir depuis ce temps-là. Fait que ça a beaucoup été, tu sais, c'est beaucoup le coup de cœur que j'ai eu pour Marie-Josée. Tu sais, fait que j'avais une parenté de philosophie avec ce qu'on appelle l'équipe Labaume, avec ce groupe politique-là. Puis, tu sais, il y a quand même un côté, puis on se le cachera pas, que je pense que ça va être plus confortable d'être un conseiller pour Marie-Josée Savard que pour Régis Labaume, parce qu'il prend beaucoup de place, M. Labaume. Il y a le défaut de sa qualité. Moi, j'ai l'impression, moi, j'anticipe vraiment d'avoir du fun à travailler au sein de l'équipe de Marie-Josée, puis c'est pas plus compliqué que ça, c'est que je le sentais avec Marie-Josée. Parle-nous donc de Mézeray-Lairet, c'est le même qu'on dit, ton? Oui. Comment on dit au niveau municipal? C'est pas un comté, c'est pas une circonscription. Un district. C'est un district. Premièrement, c'est de où à où? Je vois que tu as une carte derrière toi. Oui, je peux même vous le montrer. Ben, tant qu'à faire, ouais. Ça couvre quel territoire? Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu en fait, à nos auditeurs. Moi, je suis assez au courant, je te dirais. J'ai des amis pas mal dans ce coin-là. Mais le contexte socio-démographique un peu. Bon, ici, là, tu as Limoilou, ce qu'on appelle le vieux Limoilou. Le Limoilou, là, connu, branché. Là, 3e avenue, les petits restos. Hashtag Limoilof. Ouais. Puis c'est ça, moi, c'est là que j'habitais. Puis, Lairet, en fait, la blague que j'ai faite quand je déménageais là, c'est que le bon disait, Claude, où est-ce que tu t'en vas maintenant que tu quittes Limoilou? Je disais, je m'en vais dans Lairet, là où les bobos vont pour mourir. Ils sont pas encore rendus. Ouais, non, c'est ça. C'est beaucoup, c'est plus maison unifamiliale. Je dirais que c'est à peu près peut-être la première banlieue que Québec a eu. Quand il y a des constructions années 40-50, quand la ville a commencé à s'étendre. Donc, Lairet, c'est beaucoup ça. Dans le nord de Limoilou. Fait que c'est un bâti qui est différent. C'est plus une maison unifamiliale avec un terrain, tout ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est que dans la partie Lairet, c'est plus cossu. C'est un feeling un peu banlieue en ville. Parce que moi, je suis quand même à 5 minutes du centre-ville. Tu dis cossu, mais c'est peut-être par rapport à Mézeray. Parce qu'en réalité, si tu comparais ça à Laval, pour nos auditeurs de Montréal, on n'est pas dans le cossu du tout. Non, c'est ça. C'est pas des maisons avec des colonnes. Avec 2 portes de garage et des sculptures de lions à l'avant. En fait, pour ceux qui aiment, c'est très à la mode de ce temps-là, pour ceux qui aiment le type mid-century, c'est un peu de la porno mid-century, parce que c'est vraiment les années où ça a été développé. Si tu vas dans le Mézeray, en fait, c'est la frontière psychologique, c'est beaucoup la traque de chemin de fer là, qui sépare Limoilou de Mézeray. Mézeray, c'est là qu'on construit d'abord le super hôpital L'Enfant Jésus. Quel monstre! Le chic, l'immense chantier. Puis c'est ça, c'est un quartier plus populaire. C'est un quartier plus de locataires à cet endroit-là. Un quartier, en fait, moi,
il y a beaucoup de diversité culturelle dans Mézeray, notamment autour des tours Saint-Pédis, les habitations Saint-Pédis, les habitations à loyer modique. C'est probablement un des quartiers de Québec où il y a le plus de diversité culturelle. Peut-être aujourd'hui avec Sainte-Foy, où il y a beaucoup de Ouais, Jean gens de la Talon. Ben communauté arabe. là, je mélange les niveaux, mais en tout cas, Jean Talon, je pense que c'est l'endroit le plus multiculturel de la Ouais, ben, autour région. de l'université. Ouais, Beaucoup de gens de la communauté arabo-musulmane. ouais. Ici, ben, c'est ça, Mais là, c'est beaucoup de rendu gens. partout, là. Je sais pas, c'est Ouais, de plus en plus. plus, c'est ça. c'est- On s'en va vers ça. Ben, mais aussi beaucoup de. Tu sais, moi, je viens du Lac-Saint-Jean. Je dis souvent, moi, mon père avait l'usine du village, OK? Là où tu sais, qui employait l'employeur qui avait le plus d'employés dans le village, c'était mon père. OK. Mais moi, j'allais à la même école que les gars qui travaillaient à l'usine de mon père. Tu sais, T'étais-tu le souffre-douleur? Mais non, mais Il se justement, je vengeait faisais pas de dessus. différence. Oui, C'est oui, ça. c'était pas une considération. Ben, c'est ça, c'était pas une considération. Tandis que si j'avais grandi dans la région métropolitaine, on aurait probablement vécu à Ville-Mont-Royal ou quelque chose comme ça. Je serais allé à Ouais, l'école c'est privée. ça. Puis, Tu sais, puis, tu n'aurais pas été dans le même monde du tout. ben, c'est ça. Fait que moi, je trouve ça super important. Puis je fais le lien avec Mézeray, c'est qu'on parle beaucoup de diversité culturelle ces dernières années au Québec. Puis c'est important, tu sais, c'est ça notre défi le plus immédiat puis le plus urgent de vivre ensemble. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de mixité sociale. Tu sais, l'importance que, tu sais, que les gens, là, ce ne soient pas les gens aisés qui vivent à une place, puis les gens moins ensemble. Puis dans Mézeray, c'est super intéressant pour ça, parce que c'est ça, tu as côté plus populaire, plus locataire, beaucoup de gens sur l'immigration. Mais tu sais, si tu vas dans le bas du quartier, tu as plus de petites maisons de ville, plus de petites maisons arrangées, puis de plus en plus, ben, quand tu te promènes là, tu croises des gars qui ont des t-shirts d'Ubisoft, puis de Binox, puis de... Tu sais, on voit que, justement, c'est un peu la première couche de banlieue pour du monde qui vit en ville, tu es peut-être en appartement ou en condo, puis quand ils ont une famille, ben, c'est comme l'occasion de se procurer une petite propriété. Tu sais, sans être obligé de t'en aller vraiment en banlieue puis de la vêter. Puis c'est quoi les grands dossiers? Quels sont les grands dossiers que tu vas prioriser, que tu sens que tu dois apporter, ou même que les gens te parlent le plus, les gens qui te demandent de porter? Ben, je me fais énormément parler de sécurité routière. Puis ça, c'est. On est. Tu sais, je t'ai parlé de la 18e rue, là. Tu sais, c'est qu'il y a quand même des axes importants, là, comme le chemin de la Canardière, la 18e rue, le boulevard Henri Bourassa. Surtout que le chantier de l'Enfant Jésus, tout ça. Je me fais énormément parler de ça, puis ça, tu sais, ça va pas mal être un de mes thèmes les plus importants. Il y a aussi un dossier super important puis qui porte avec lui une certaine controverse, c'est la zone d'innovation littoral Est. Je ne sais pas si tu en as entendu parler un peu, c'est qu'il y a une confusion qui s'est installée un peu avec le projet Laurentia du port, là, qui voulait agrandir un terminal de Ouais, conteneurs, tout ben ça. t'es dans une Ben, c'est ça, zone qui est sûrement affectée, là. ben, c'est ça. Mais, Laurentia ne se fera pas finalement, mais Littoral Est, c'est toujours en cours. Ben, tu sais, c'est que c'est pour décontaminer les immenses terrains qu'il y a autour de l'incinérateur, finalement. Ça, c'est dans le bas, en dessous de ta ligne rouge, là, Ouais. Ben, en fait, ça, c'est le port ici. Ouais, Finalement, c'est là. ça, ok. C'est le terrain du port. Ça, c'est le domaine de Mézeray, là, que tu vois ici. Puis, en fait, c'est ça ici. Entre le chemin de la Canardière et tout ça, là. Ah Ça, oui, c'est... oui, il y a des vieux édifices de briques, puis un peu plus industriels dans ce coin-là. Ouais, ben, t'as un beau garage. En fait, un garage qui présentement paye pas de mine, mais qui a un intérêt architectural. Puis là, ben, il est Incroyable. question Ouais. d'installer. Il est question d'installer là-dedans une espèce de hub là, pour la maison de l'innovation, en fait, là, pour Ah, installer des jeunes pousses puis tout ça. Puis l'idée, c'est de décontaminer ces terrains-là, mais ils sont tellement lourdement contaminés, tu sais, que pour faire de l'habitation du logement là, il faudrait quasiment creuser jusqu'au roc, là. Tu sais, ça a aucun sens. Donc, l'idée, c'est d'amener à cet endroit-là plus d'entreprises technologiques, sciences de la vie, par techno logistique du plus. transport. Ouais, plus techno. C'est sûr que dans le quartier, ben, ça crée un peu d'insécurité. Les gens se demandent si ça répond vraiment à nos besoins. C'est tout ça, quoi. Parce Est-ce que que c'est là, ce qu'il nous t'as les faut? bureaux fédéraux à l'autre bout, là, tu vas Ouais, avoir ça là, t'as à l'hôpital. l'autre limite du À un côté. moment donné, il va y avoir un triangle qui a été pas mal, qui va avoir été, je dirais pas le terme défiguré parce qu'on va attendre de voir de quoi ça a l'air, mais c'est des gros changements au quartier. Oui, ben c'est ça. C'est sûr qu'il faut que ce soit bien fait. Puis il faut protéger le logement, il faut protéger la qualité de vie du monde qui vit là. Il faut prévoir des espaces verts là-dedans aussi pour que le monde gagne. Mais tu sais, pour quelqu'un, moi-même, tu sais, moi là-dessus, j'insiste là-dessus quand j'en parle, c'est que, tu sais, moi, je vis là, quand j'habitais à Limoilou, j'étais juste à côté de cet endroit-là aussi. Je passe là quand je prends ma marche à tous les matins.
C'est comme une friche industrielle qui va de la traque de chemin de fer jusqu'au boulevard Henri Bourassa. C'est pas rassurant de passer là le soir. Là, c'est comme, il y a même déjà quelqu'un qui a abandonné un cadavre là, dans un container dans ce coin-là. C'est comme c'est une friche, là, puis c'est qu'il y a comme une barrière psychologique entre Limoilou et Mézeray à cause de cette espèce de décor post-nucléaire-là, où on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant puis améliorer la vie du monde qui vit déjà dans Mézeray. Des spots de chasser le monde, c'est pas intéressant si on fait ça pour chasser le monde. Puis, c'est aussi d'amener dans ce coin-là des jobs. Tu proposes d'être un peu gardien de ça, t'assurer que cet équilibre-là va être maintenu. Ben absolument, c'est important de protéger. L'intérêt de ce projet-là, c'est que ce soit intéressant pour le monde qui vit déjà là. Mais moi, je vois l'intérêt, c'est que normalement, ces jobs-là, c'est plus de parc industriel, parc technologique. On mettrait ça dans le développement, le modèle de développement habituel, on mettrait ça à ras d'une autoroute là, où le monde, ils vont travailler en auto, là, puis où il n'y a personne qui vit autour. Là, c'est d'approcher des emplois comme ceux-là, de nos milieux de vie, collés sur le tramway. C'est qu'en fait, oui, c'est vrai, ça va passer chez vous, finalement. En fait, ça, c'est un autre enjeu, c'est que le tramway dans l'ancien tracé devait passer sur la première avenue. Je sais, on l'a perdu. Moi, j'étais à Charlebourg. Ben, c'est ça. Puis le nouveau tracé, ça vient sur le chemin de la Canardière. J'ai perdu une patte dans mon district, puis ouais. Fait que toute cette zone-là, elle va être à repenser. Puis, tu sais, il y a des enjeux de circulation, de sécurité routière, comme je te parlais. On a vraiment l'occasion de se créer un cœur villageois super intéressant, tu sais. Puis, je veux dire, moi, bon, Claude, tu vas aller t'occuper des poubelles. Hey! On va redessiner un quartier. Carrément. Tu sais, dans 10, 15, 20 ans, je sais pas si je vais encore vivre là, mais tu sais, il y a difficilement meilleur moyen de laisser sa trace, d'avoir un impact sur la communauté que de travailler sur des affaires comme celle-là. Écoute, là, je pense qu'on peut pas faire une entrevue à Québec avec un politicien sans parler du troisième lien, surtout que dans ton cas, ça va avoir un impact. Là. Il va sortir. C'est quoi? Peux-tu nous rappeler un peu qu'est-ce qu'il y a? Il sort. Est-ce qu'il va. Il va toucher? Il va sortir proche? Peux-tu nous rappeler un peu, selon ce qui se prépare, où est-ce que va se situer le troisième lien? Il va sortir à Soumande, qui est ici. Qui n'est pas dans mon district, à proprement parler. Qui est dans l'Airet, dans ce qu'on appelle l'Airet. Mais qui n'est pas dans mon district, ça c'est dans le district de Limoilou. Mais n'empêche, ça va avoir un impact sur la circulation là, partout autour. Il faut quand même être lucide là-dessus. C'est sûr que le monde dans les raies, ben, ils voulaient un tramway, puis là, ils vont se ramasser ils vont se retrouver avec un tunnel qui amène de l'autre bord. Ils sont pas contents, c'est pas ça que les gens voulaient. Puis, il va falloir porter ce message-là. Maintenant, par contre, il y a quand même un enjeu qu'il faut être conscient, c'est que le gouvernement, son REC, là, son Réseau Express Québec, c'est tout ça, en tout cas. Il y a tout attaché ensemble. Tout est conditionnel. Le tramway, le troisième lien, la transformation de Laurentien en boulevard urbain, les voies réservées pour les autobus en banlieue. Il y a tout mis ça ensemble. Fait que, tu sais, la Ville de Québec est un peu attachée sur ce projet-là. Mais moi, c'est sûr que comme conseiller municipal, protéger la qualité de vie du monde de l'ARS, c'est sûr que ça va être ma priorité dans ce dossier-là. Écoute, Claude, je te remercie beaucoup et que ça fait déjà 50 minutes qu'on jase. Oh là là! Ouais. On aurait pu en prendre un autre heure. Ben, on pourra, c'est sûr, on pourra se reprendre dans un autre contexte. On reviendra comme conseiller cette fois-là. Écoute, si jamais. Ou comme candidat déchu pour te parler. Mais avec amertume de mon expérience. Je ris, mais j'y pensais cette semaine. Je me disais, je pense que ce serait intéressant. Tu sais, comme là, on est en fin de campagne fédérale. Je me demandais, j'avais quasiment le goût de faire à un moment donné un épisode spécial avec 3 candidats qui ont perdu pour justement aller chercher, tu sais, comment ils l'ont vécu. Puis moi, il y a une notion qui m'intéresse, là, que je trouve fascinante pour m'être impliqué en politique, c'est de voir à quel point le candidat donné perdant, il croit le jour de l'élection. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas pourquoi, mais je veux démystifier cette affaire-là. Ça prend un genre de force psychologique que je ne sais pas si j'aurais. Là, si j'ai cette capacité-là, là, tu sais, de porter ça. J'espère avoir jamais l'occasion de l'expérimenter, mais c'est ça. Le constant de dire oui, go, on va gagner. Quand tu sais que ça se passe pas, ça doit être quelque chose. Mais une que je trouve qui a réagi de manière super élégante dans les circonscriptions ici, Anne Gingras, candidate libérale défaite. C'est en tout cas, c'est une suggestion pour tes invitations. Mais je pense qu'elle vit ça de la bonne façon.
Mais t'as raison, un autre contexte. Merci beaucoup, Claude. C'est quoi, c'est moi qui te remercie, on prend ça n'importe quand, Denis. Super, c'était agréable. Laisse-moi repartir ma petite musique. C'est celle-là ici. Il faut que je fasse un outro. Merci beaucoup, Claude, d'avoir été des nôtres. On fait la chose d'une façon officielle. Merci aux auditeurs d'avoir été à l'écoute. Venez sur nos médias sociaux nous dire si vous avez des questions pour Claude, on va les transmettre ou tu viendras répondre directement. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, on est sur SoundCloud, on est sur Spotify, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur YouTube, on est sur Instagram, c'est même pas des blagues. On a même un Patreon. Je capote de voir qu'il y a des gens qui prennent la peine de venir rentrer leur numéro de carte de crédit sur Patreon pour supporter notre travail. C'est une chose qui me touche énormément. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci Claude. On a une boutique aussi où on vend toutes sortes de gadgets. J'irais te porter un t-shirt monde normal, Claude. Dans ma collection. J'en ai un pour la mairesse de Vanier. Là. Je vais aller y porter ça bientôt. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Hey, on a même une infolette, imagine. Rien que dire notre écosystème, ça me rajoute un 10 minutes d'émission. Vous pouvez visiter notre site web à engagépublic.com. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi, Denis.